Bonjour, aujourd'hui je viens pour mettre une deuxième couche sur le petit JM d'eau, juste pour être sûr qu'il ne se relève pas. Et je fais ça parce que j'ai vu la fin de sa vidéo donc sur Pavégan, ma ferme autonome et sur moi-même. Je reviens pas sur ce que dit Pavégan parce que Pavégan, à mon avis, sa vidéo est plus humoristique que réellement un texte profondément argumenté. Elle m'a bien fait rire, je la trouve très bien, mais par contre, bon, c'est pas là-dessus que je vais me baser pour combattre le végétalisme. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je dis combattre le végétalisme, parce que je m'en fous du végétalisme. C'est leur problème, d'accord? Si quelqu'un a envie d'être un ascète, mais libre à lui, d'accord? Il y a des gens qui ne baissent pas avant le mariage, je ne veux pas m'amuser à aller les pointer du doigt et les forcer à baiser avant le mariage. Voilà, c'est pas, je m'en fous, j'ai pas envie qu'on me force à baiser, j'ai pas envie qu'on me force à me retirer mon steak. Donc je ne vais pas balancer un steak dans l'assiette des autres et je ne vais pas forcer les autres à baiser. Et je n'ai tellement rien contre les végétaliens que je suis plusieurs végétaliens sur YouTube, notamment Greg Tabibian ou bien encore Aldrius. Mais ce sont des végétaliens qui ont au moins la décence de ne pas faire de la morale d'esclave pour essayer de me culpabiliser. Alors si j'ai bien compris, il y a 3 raisons pour devenir végétalien. Ma ferme autonome a défoncé une de ces raisons, j'ai défoncé une autre, et il reste cette 3e raison. La 3e raison de devenir végétalien, qui est pour moi la plus faible, c'est l'argument, on va dire, de santé publique. En effet, il semblerait que la viande rouge et que la charcuterie ne soient pas forcément très bons pour la santé. D'accord? Il me semble que la charcuterie, ça augmente le risque de cancer colorectal. Mais si je dis que cet argument est faible alors qu'il concerne directement le consommateur de viande, c'est avant tout parce qu'en fait, la santé, en général, ça nous semble assez loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de gens qui fument, il y a énormément de gens qui boivent, il y a énormément de gens qui roulent trop vite en voiture, alors qui mettent leur propre vie en danger, d'accord? Et normalement, quand on roule trop vite en voiture, sa vie peut finir instantanément, d'accord? C'est pas comme si on fume, on dirait je verrai ça dans 30 ans quand j'aurai un cancer de la gorge. Donc c'est-à-dire que notre propre santé, les propres risques que l'on prend, on n'en est pas forcément conscient tout de suite. Et surtout, en fait, il y a énormément de choses qui sont cancérigènes, il y a énormément de choses qu'il ne faudrait pas manger, et on ne peut pas tout éviter. C'est-à-dire que si on ne peut pas éviter à la fois le sucre, le gras, la viande, etc. à un moment donné, il faut quand même qu'on se fasse plaisir si on ne veut pas être totalement un ascète et si on veut profiter un tout petit peu de notre vie. Et avant d'arrêter de consommer de la viande, on peut arrêter de consommer de la cigarette, on peut arrêter de boire, etc. Donc il y a plein de choses à faire avant d'arrêter de consommer de la viande. Parce que quoi qu'on en dise, les dégâts de l'alcoolisme, c'est vraiment pas joli. Mais j'ai beau savoir ça, ça m'empêche pas de m'ouvrir une binouse de temps en temps. Parce que tout simplement, j'aime ça. J'aime le goût, j'aime la sensation, j'aime l'ivresse. Comme pour la viande. Donc effectivement, je prends un risque. Tout comme je prends un risque lorsque je roule à 90 au lieu de 80 sur les routes. Mais quoi qu'on fasse, il y a un risque, donc il faut accepter simplement ce risque. Voilà, je mange de la viande, j'ai un risque d'avoir un cancer colorectal. Je roule un peu plus vite, tu as la limitation de vitesse, je peux faire un accident. Même d'ailleurs, si je roule à la vitesse normale, je peux faire un accident, mais ça augmente le risque d'accident. Si je bois, ça peut peut-être un jour me causer un cancer du foie, etc. Et le cancer du foie, c'est pas joli non plus. Si je m'expose au soleil, je peux choper un mélanome malin, etc. C'est vraiment des trucs horribles. Donc voilà, tu te protèges, tu mets de la crème solaire, mais tu peux pas te protéger de tout le temps. C'est pas possible. Donc effectivement, cet argument-là est l'argument, je pense, le plus fait pour devenir végétalien, c'est la santé. Parce que tout simplement, oui, il y a énormément de choses à éviter. Et on ne peut pas éviter tout le temps. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il ne faut pas trop m'exposer au soleil, surtout que je suis en Guyane, mais ça ne m'a pas empêché de prendre un coup de soleil aujourd'hui. La deuxième raison pour devenir végétalien, ce serait l'écologie, c'est-à-dire pour préserver la planète. Et c'est cet argument-là que ma ferme autonome va défoncer. Et c'est ça que n'a pas compris JMDO. Lorsque ma ferme autonome dit oui, vous êtes les premiers cordés, les végétaliens, etc. C'est parce qu'en fait, les végétaliens, et notamment la JMDO, s'est fait prendre par sa gauche, d'accord? S'est fait prendre par quelqu'un de plus écolo que lui. Et donc, il contrecarre totalement l'argument comme quoi le fait de ne pas manger de viande, c'est écolo. Parce que ma ferme autonome lui dit oui, mais toi, tu participes encore à la monoculture, tu participes encore à la déforestation, etc. Alors peut-être qu'il participe, on va dire, moins que quelqu'un qui va bouffer de la viande industrielle, mais il y participe encore. Et c'est ça que veut dire ma ferme autonome, à moins que je me trompe, mais si jamais il me corrigera. Il veut dire que les végétaliens sont les premiers cordés, c'est-à-dire que eux, ils participent toujours à cette société de consommation et ils ne veulent pas en sortir. Ils consomment des produits industriels et parce que c'est étiqueté végan, ils croient que c'est nécessairement écolo. Or non, ma ferme autonome dit non, c'est pas parce qu'il y a marqué végan que c'est écolo, c'est toujours issu de la monoculture, c'est toujours très mauvais pour la biodiversité. En fait, pour schématiser, c'est comme lorsque JMDO a fait sa vidéo sur Absol. Alors pour ceux qui s'intéressent, Absol, je le déteste parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de signalements de vertu. Il est toujours en train de dire voilà, moi, je suis parfait, je le supporte pas. Mais donc dans sa vidéo sur la souffrance animale, Absol disait voilà, moi je mange peu de viande, je suis pour que les animaux soient bien traités, etc. Ce qui peut être une position tout à fait logique et sensée. C'est-à-dire le mec qui consomme local, il mange de la viande, bon, moi il n'y a rien qui me choque. Et là, JMDO il débarque, je lui fais mais non, t'es pas assez écolo parce que tu continues à bouffer de la viande, etc. Il faut être beaucoup plus extrême que ça. Là, tu continues à détruire la planète. Et donc là, JMDO se retrouve dans le cas d'Absol, et avec ma ferme autonome, tu dis mais là, tu participes encore à la monoculture, t'es pas encore assez écolo, tu consommes des produits industriels, t'es pas encore assez écolo.
Et là, JMDO était débordé sur sa gauche. Alors je dis pas que ma ferme autonome est de gauche, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en gros, voilà, il s'était pris par quelqu'un de plus extrême que lui au niveau de l'écologie. Extrême, c'est pas dans un sens négatif ou positif, hein, voilà, c'est juste de plus extrême que lui. De plus extrême que lui, mais qui continue à bouffer des animaux. Donc forcément, ça met un peu JMDO mal à l'aise, parce que lui, il peut pas répondre grand-chose. Il a eu deux réponses différentes. Alors la première réponse, c'est de dire oui, mais tout le monde peut pas vivre comme ça, etc. Moi, je propose une solution que tout le monde peut adapter, etc. Oui, très bien JM. Sauf que c'est pas vrai, encore une fois. Niveau végétalien, il y aura forcément un plafond de verre. C'est-à-dire qu'en fait, jamais tu auras 100% de la population qui va devenir végétalienne. Rien que parce que même si c'est interdit, il n'y a personne qui va aller vérifier si les gens ils n'ont pas de poules chez eux. Et tu vas pas me faire croire qu'ils vont essayer de contrôler la chasse et la pêche en Guyane alors qu'ils n'arrivent déjà pas à contrôler l'orpaillage et le trafic de clandestins. Donc tu as un plafond de verre, tu as un nombre maximum de végétaliens dans la population française. Tout comme tu as un maximum théorique de personnes qui pourraient vivre comme ma ferme autonome. D'accord, il n'y a pas 100% des personnes qui pourraient vivre comme ma ferme autonome. Par exemple, une personne qui est porteuse de handicap lourd, qui est difficulté motrice extrêmement réduite, ça risque d'être difficile. Tout le monde ne deviendra pas végétalien et tout le monde ne peut pas vivre dans une ferme autonome. Voilà. Par contre, toi, tu attaques le message de ma ferme autonome en disant mais oui, mais c'est pas pour monsieur et madame Tartampion, monsieur et madame Tartampion vivent pas comme ça, etc. Alors, j'ai juste fait un petit calcul. En fait, en vrai, tu devrais soutenir ma ferme autonome dans sa démarche, parce que sa démarche est beaucoup plus écolo que la tienne. D'accord, leur dire, oui, effectivement, allez vous mettre au vert, allez acheter 1 hectare de terrain et allez le cultiver vous-même, parce que ce sera extrêmement écolo. Et si jamais vous mangez des poules, tant pis. Mais non, c'est pas ça que tu fais. C'est-à-dire que toi, c'est pas réellement l'écologie qui t'intéresse. Alors j'ai fait un petit calcul juste pour voir si en France c'était possible que chacun vive dans une ferme autonome. Alors j'ai regardé la densité de population en France métropolitaine, c'est 113 habitants par kilomètre carré. En incluant l'outre-mer, on descend à 94 habitants par kilomètre carré parce qu'il y a la Guyane c'est énorme et c'est vide. Enfin, c'est plein de forêts amazoniennes et d'animaux. La nature. 1 kilomètre carré, ça fait 100 hectares. Je vous laisse voir à peu près, on est autour de 100 habitants par kilomètre carré. 100 hectares par kilomètre carré, ça fait à peu près 1 hectare par habitant. Alors oui, je sais bien, on ne va pas aller cultiver au sommet du Mont Blanc. Le type qui chope le sommet du Mont Blanc, il se fait un peu couillonner niveau agriculture. Mais on ne va pas oublier que en fait, les gens ne vivent pas tout seuls, qu'on vit en général à deux, au moins en couple, pour la plupart des gens, ou bien en famille, ou bien qu'on peut s'associer avec des amis. Donc en fait, c'est tout à fait possible d'avoir une famille et d'avoir 2 hectares pour soi à cultiver. Ce qui n'empêche pas d'avoir un travail à côté, pour qu'il y ait toujours des médecins, des enseignants, etc., des artistes, des militaires, mais que chacun soit capable de produire sa propre nourriture, afin de diminuer totalement la pollution. Circuits courts, agriculture biologique, légumes de saison, produits locaux, bref, tout le monde y gagne. Et ceci, même si chacun a 5 poules dans son jardin pour en manger les œufs et qui tue ses propres cochons. Et même si on veut le faire à l'échelle du globe, c'est possible. Alors bon, on va pas ouvrir toutes les frontières et donc Monaco et Singapour risquent d'avoir un peu du mal, mais sinon la plupart des pays ça devrait aller parce qu'on a 128 millions de kilomètres carrés de terre émergée, si je me trompe pas, et on est un peu moins de 8 milliards d'habitants. Voilà, j'ai fait un calcul vite fait, je suis tombé à entre 1 et 2 hectares par personne. Bon, ça comprend l'Antarctique, évidemment, la personne qui va en Antarctique se fait un peu couillonner. Mais bon, voilà, si on se met à 3 ou 4 sur 1 hectare parce qu'on a une famille ou parce qu'on s'associe avec des amis, ça devrait potentiellement être jouable. Donc l'argument de comme quoi, en fait, monsieur et madame Tartampion n'ont pas de ferme autonome, mais en fait, limite, il n'est pas valable, parce qu'en fait, monsieur et madame Tartampion ne sont pas végétaliens non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent devenir végétaliens, tout comme ils peuvent décider de mettre 5000 balles de côté pour acheter un petit terrain et se mettre au vert. J'ai 5000 balles, ça peut être 10 000, 15 000, 30 000, 40 000, 150 000, on est d'accord, bon voilà. Mais du coup, JMDO, là, n'a rien à dire, parce qu'en fait, ma ferme autonome me dit, tu pollues trop, tu consommes trop. C'est ça qu'il lui dit. Et donc JMDO là va sortir son argument, sa carte magique. Il va lui dire oui, mais tu continues à exploiter les animaux, tu continues à être spéciste. Et donc là, on est vraiment dans le chouinage de base. Ouin ouin, tu tues les poules, ouin ouin, tu es méchant. Et là, vous allez me voir venir, c'est là où moi je le prends encore une fois à revers. C'est-à-dire que lui, ma ferme autonome l'attaque sur l'écologie, moi je l'attaque sur la morale. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il fait de la morale d'esclave en disant ouin ouin, tu es méchant, tu tues tes poules. Tu exploites tes animaux. Il va même jusqu'à lui dire ça. Ta morale est à vomir. C'est ça qu'il lui dit, ta morale est à vomir. Une morale qui, je le rappelle, n'est pas un fait objectif, d'accord? C'est pour ça que c'est totalement à proscrire dans un débat de dire oui, c'est mal, c'est bien, etc. Parce que oui, si l'autre à côté ne considère pas ça mal et a une autre morale, ben vous n'allez jamais vous entendre. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas utiliser d'arguments moraux. Ça ne tient pas. Si jamais tu as un mec de la Manif pour tous qui vient te dire « Oui, non, je suis contre le mariage gay parce que c'est un péché », bah tu vas rigoler, tu vas faire
Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est un péché, je crois pas en Dieu, ça marche pas. Bah, c'est pareil pour toi, c'est-à-dire que là, toi, tu viens, tu dis: «Oui, c'est mal de tuer les animaux, c'est mal d'exploiter les animaux». Bah, ça me fait bien rire parce que, bah, non, on n'a pas la même conception de la morale, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais le pire, c'est que JM2 utilise sa morale et ses luttes pour cette morale pour justifier la violence. Alors moi, j'ai rien contre la violence, d'accord? Je suis pas un pacifiste, mais c'est bien pour ça que je le compare avec les religions, d'accord? Lorsque l'on a des cathos qui vont se mettre à attaquer le film de Martin Scorsese qui s'appelle La dernière tentation du Christ, lorsque l'on a des musulmans qui vont se mettre à les fusiller les gars de Charlie Hebdo, lorsque l'on a des chrétiens qui vont se mettre à brûler des sorcières parce qu'ils ne correspondent pas au dogme moral, lorsque l'on a des gens qui vont aller faire des croisades pour récupérer les lieux saints, tout ça c'est toujours englobé de morale. Et là, JM2 ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai pas dit que c'était le seul argument, bien sûr qu'il y a des arguments économiques derrière, mais on drape ça, tout ça de morale, toujours, continuellement, constamment. On a toujours une raison morale d'être violent. Et c'est pour ça qu'on a bien inventé l'idée de tuer au nom de Dieu. Voilà, Dieu a dit tu ne tueras point, mais oh non, moi je vais tuer au nom de Dieu, voilà, c'est bon, le pape il a dit, c'est ok. Et je dis pas que les croisades c'est bien ou les croisades c'est mal, hein. Les croisades sont un fait historique, c'est tout. Même si je pense qu'on devrait reprendre Jérusalem. Et d'ailleurs, pour te faire douter un tout petit peu de ta propre morale, puisque tu te permets de qualifier celle des autres de à gerber, sachant que je ne cautionne pas non plus la morale de ma ferme autonome, parce que je pense qu'il n'y a ni bien ni mal, mais on va voir un peu d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, dans un livre qui s'appelle Les fondements de la métaphysique des mœurs. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Emmanuel Kant? Alors, t'en fais pas, je vais lire, je vais faire une belle voix et tout, tu vas faire flipper les gosses. Mais je vais t'expliquer avant, vu que je sais que tu as un peu de mal avec la philo. Et en fait, en vrai, je fais cette vidéo juste pour parler de ça. En fait, pour Kant, il faut faire le bien par devoir. Alors note que là, je parle à la place de Kant, d'accord? Je ne suis pas Kant, et donc, moi, je ne suis pas d'accord forcément avec ce que dit Kant. C'est juste pour te faire comprendre que tu es un mec immoral d'après Kant. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que te faire douter de ta propre morale, pour que tu arrêtes de te mettre à donner des leçons. C'est-à-dire que pour Kant, si jamais tu fais le bien, mais que tu le fais pour toi, ou tu en tires un quelconque bénéfice, eh bien ce n'est plus le bien, ce n'est plus moral. D'accord? Le bien doit être fait par devoir. Je vais prendre un exemple. Admettons, tu as quelqu'un, il a donné une fois 100 balles à une association pour, je sais pas, lutter contre le sida, un truc comme ça. Et tu es là en train de faire « Ouais, moi je suis un mec vertueux et tout, oui, 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 regarde, je donne à des associations, toi tu ne donnes pas, t'es une merde. » Là, ce type-là n'est pas quelqu'un de moral pour Kant. Et je pense que la majorité des gens le trouveraient quand même pas très moral non plus de venir se la raconter, de donner 100 balles pour ensuite te dire qu'il est trop vertueux. Mais ça va même plus loin. Si jamais tu passes devant un clochard et que tu as pitié et que pour te sentir bien, tu lui donnes 1 euro, ne serait-ce que même 20 centimes, eh ben, tu n'auras pas fait un truc bien. Parce que tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour apaiser ta conscience. Alors je peux pas savoir si toi, tu milites pour le végétalisme pour apaiser ta conscience. Ça, je peux pas le savoir, je suis pas dans ta tête. Mais je pense que forcément un peu. Par contre, ce que je sais, c'est que tu tires un bénéfice de ta lutte, un bénéfice social dont tu jouis et qui te permet de gagner de l'argent par financement participatif. Ta lutte, c'est clairement ton fonds de commerce et tu en jouis. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mal selon moi, d'accord? Mais selon Kant, ça n'en fait plus un acte moral. Faut bien que tu comprennes ça. C'est-à-dire que tu as beau essayer de te draper de vertu comme ça et donner des leçons, d'après Kant, tu n'es pas vertueux. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas moral. Puisque le bon doit être fait par devoir. Et d'ailleurs, d'après Kant, je serais bien plus moral que toi si jamais j'allais faire mes courses au supermarché et que je disais « Ah non, aujourd'hui, parce que je sais que c'est mal, je ne prendrai ni viande, ni fromage, ni œufs, ni miel. » Moi, je serais un type moral parce que je le fais. Pas parce que ça apaise ma conscience, parce que moi, je m'en fous de la souffrance animale, mais parce que je sais que c'est le bien. Est-ce que tu arrives à comprendre ça ou pas? Lecture. Être bienfaisant quand on le peut est un devoir, et de plus il y a de certaines âmes si portées à la sympathie que même sans aucun autre motif de vanité ou d'intérêt, elles éprouvent une satisfaction intime à répandre la joie autour d'elles, et qu'elles peuvent jouir du contentement d'autrui en tant qu'il est leur œuvre. Mais je prétends que dans ce cas une telle action, si conforme au devoir, si aimable qu'elle soit, n'a cependant de valeur morale véritable, qu'elle va de pair avec d'autres inclinations, avec
L'ambition, par exemple, qui, lorsqu'elle tombe heureusement sur ce qui est réellement en accord avec l'intérêt public et le devoir, sur ce qui est par conséquent est honorable, mérite louange et encouragement mais non respect, car il manque à la maxime la valeur morale, c'est-à-dire que ces actions soient faites non pas par inclination, mais par devoir. Supposez donc que l'âme de ce philanthrope soit assombrie par un de ces chagrins personnels qui étouffent toute sympathie pour le sort d'autrui, qu'il ait toujours encore le pouvoir de faire du bien à d'autres malheureux, mais qu'il ne soit pas touché de l'infortune des autres, étant trop absorbé par la sienne propre, et que, dans ces conditions, tandis qu'aucune inclination ne l'y pousse plus, il s'arrache néanmoins à cette insensibilité mortelle et qu'il agisse sans que ce soit sous influence d'une inclination, uniquement par devoir, alors seulement son action a une véritable valeur morale. Je dis plus, si la nature avait mis au cœur de tel ou tel peu de sympathie, un homme, honnête du reste, était froid par tempérament et indifférent aux souffrances d'autrui, peut-être parce qu'ayant lui-même en partage contre les siennes propres un don spécial d'endurance et d'énergie patiente, il suppose aussi chez les autres ou exige d'eux les mêmes qualités. Si la nature n'avait pas formé particulièrement cet homme, qui vraiment ne serait pas son plus mauvais ouvrage, pour en faire un philanthrope, ne trouverait-il pas donc encore en lui de quoi se donner à lui-même une valeur bien supérieure à celle que peut avoir un tempérament naturellement bienveillant, à coup sûr? Et c'est ici précisément qu'apparaît la valeur du caractère, valeur morale et incomparablement la plus haute, qui vient de ce qu'il fait le bien, non par inclination, mais par devoir. Donc si j'étais toi, j'arrêterais de frimer avec ma morale, à dire oui, mais non, mais ta morale est abjecte, blablabla. J'arrêterais de faire ça. Je me sentirais petit. Je me ferais petit. J'essaierais de disparaître. Je supprimerais peut-être même ma chaîne à ta place. Parce que ta chaîne est fondée sur une seule chose, sur la morale d'esclave, sur le fait de vouloir susciter la culpabilité chez ton interlocuteur. Et c'est pour ça que tu ne me supportes pas, parce que je me suis libéré de cette culpabilité. Cette même culpabilité qui ne marche pas non plus chez ma ferme autonome, même si jamais on disait que l'écologie était un devoir moral, il est bien plus écolo que toi. En vrai, il ne te reste plus rien. Donc arrête de porter des jugements de valeur et de balancer des affirmations péremptoires. D'ailleurs, pour finir, j'ai vu donc dans la partie où tu t'adresses à Pavégan que tu lui disais « Oui, je pourrais porter plainte contre toi parce que tu m'as traité de gourou, etc. et que c'est de la diffamation. » Tu as aussi dit que je diffamais quand je te traitais de gourou, mais tu as également dit que je te diffamais lorsque je te traitais de bourgeois. Et là, il y a un mec en commentaire qui m'a sorti du pain béni. Alors, j'espère que tu vas porter plainte, parce que tu vas m'entendre réciter du putain de Marx au procès. Le socialisme conservateur ou bourgeois, une partie de la bourgeoisie cherche à remédier au malaise social afin d'assurer la durée de la société bourgeoise. De ce nombre sont les économistes, les philanthropes, les humanitaires, ceux qui s'occupent d'améliorer le sort des classes ouvrières, d'organiser la bienfaisance, de protéger les animaux, de fonder des sociétés de tempérance, les réformateurs en chambre de tout poil. Des systèmes entiers se sont consacrés à l'élaboration de ce socialisme bourgeois.